Bienvenue à JK raconte une histoire où se déroulent des drames de la vie réelle. Installez-vous et savourez le récit d'aujourd'hui. Je ne suis pas un héros, du moins plus maintenant. La dernière fois que j'ai fait quelque chose de courageux, c'était il y a longtemps, en 4e année. En fait, il y avait une fille dans ma classe nommée Sophie Martinez. Pas populaire, mal habillée, et certainement pas aisée. Ses cheveux châtains foncés étaient toujours un peu en désordre, rarement bien brossés, et elle avait des taches de rousseur. Pas la jolie moucheture sur le nez que certaines filles avaient, mais le genre qui semblait couvrir la moitié de son visage. C'était un de ces jours d'automne venteux à Cleveland où le vent humide soufflant du lac Erie était particulièrement froid. Le genre de jour où aucun parent n'avait habillé ses enfants assez chaudement. Alors, nous nous serrions tous contre l'école primaire Lincoln pendant la récréation, essayant d'échapper à la morsure la plus dure de ce vent d'octobre. Ce genre de concentration de 4e année atteint rapidement une masse critique. Pour une raison ou une autre, Sophie Martinez devint la cible d'une vague soudaine de cruauté scolaire. Je ne me souviens pas vraiment de ce qui a déclenché toute cette situation avec Sophie, mais je me souviens que si vous vouliez être en sécurité, vous deviez éviter tout morceau de béton de la cour de récréation où elle se trouvait. L'effet était celui d'un aimant inversé. Des hordes de 4e années se précipitaient pour évacuer vers un terrain plus sûr, laissant une Sophie malheureuse entourée d'une bulle de solitude. Je n'ai aucune idée de ce qui m'a poussé à rester sur place alors qu'elle avançait péniblement vers moi. Un nuage de tristesse planant autour de sa petite silhouette. Peut-être qu'au début, je jouais le jeu, moi aussi. Et en restant là, je montrais que je n'avais pas peur de notre nouvelle paria. Si c'était le cas, ce sentiment n'a pas duré au-delà d'un seul regard sur ses yeux baissés. J'avais été mis à part quelques mois auparavant pour le crime de porter un t-shirt avec le logo de la barre chocolatée Butterfinger. J'avais purgé ma peine en étant appelé Butterfinger pendant tout un mois. Comme si la vie n'était pas déjà assez difficile à cet âge quand on s'appelait déjà Mason Wheeler. J'avais enfin brisé ces chaînes et retrouvé mon vrai nom il y a juste une semaine. Alors quand Sophie a posé le pied sur ma section de béton, alors que j'étais censé m'éloigner, je suis resté là et j'ai dit « Salut ». Elle me regarda avec lassitude, s'attendant à une ruse astucieuse. Elle savait aussi comment le jeu se jouait. Elle ne pouvait pas croire que quelqu'un défie la volonté de la foule. Après une minute, elle hocha légèrement la tête et je retournai à réarranger des cailloux pour une mystérieuse raison de 4e année. Je sentais l'indignation collective monter à mesure que la foule réalisait, dans son esprit de ruche émotionnel et confus, que je refusais de participer. Il y avait une compréhension lente mais certaine que je devrais être puni, à tout le moins ostracisé juste à côté d'elle. J'étais, comme on dit, bel et bien fichu. Et je l'avais fait en toute connaissance de cause, conscient des conséquences. Mon salut vint sous la forme d'une autre fille, Rachel Brennan, une rousse maigre et intrépide aux vêtements légèrement usés. Elle n'avait jamais eu peur de personne auparavant et m'avait à peine adressé 2 mots en nos 5 ans de camarades de classe. Peut-être qu'elle était vraiment intervenue dans le cadre d'une sorte de société secrète d'entraide des rousses. Quelle que fût sa raison, l'équation changea dès qu'elle posa le pied sur ce bloc de béton solitaire avec nous. On ne rigolait pas avec Rachel. Elle avait un tempérament explosif et n'hésitait pas à utiliser ses ongles quand on la poussait à bout. Beaucoup de nos camarades de classe avaient déjà subi sa colère. Elle lança un regard circulaire, les yeux verts flamboyants, à la foule soudain intimidée, les défiant de faire ou dire quoi que ce soit. L'énergie désagréable de la foule s'évapora sous la chaleur de son regard. Les enfants s'éloignèrent soudainement, trouvant d'autres choses à faire, nous laissant tous les trois debout, mal à l'aise, sur notre petite forteresse. Sophie jeta un coup d'œil autour d'elle, ne sachant trop comment interpréter son sauvetage, et se retira rapidement vers la sécurité de l'espace près de la porte de la classe, où il y avait une véritable surveillance des professeurs. Elle disparaîtrait à la fin de l'année scolaire, déménagerait à Columbus, je crois que quelqu'un avait dit. Je ne m'en souviens pas avec certitude, mais je me souviens avoir espéré qu'elle s'en sortirait mieux là-bas. Je l'espérais vraiment. Rachel et moi sommes restés là, nous ignorant mutuellement pendant un long moment. Elle me fit finalement un signe de tête discret et se dirigea vers la zone de jeu du « Fourscar » ou Sésame. Il se l'attendait. Plus tard cette année-là, Rachel laisserait sa marque sur mon bras avec ses mêmes ongles lors d'un désaccord plutôt unilatéral concernant l'utilisation de la structure de jeu. Mais comparé à sa manière habituelle de traiter les personnes qui la contrariaient, c'était relativement doux. Nous n'étions pas amis, pas vraiment, mais nous nous faisions un signe de tête en passant après cela. Finalement, les filles populaires l'intégrèrent à leur cercle,
bien qu'elle ne semblât jamais aussi cruelle et sans cœur que le reste de la bande de Brooke Stevens et Ashley Clark avait tendance à l'être. Quant à moi, je traînais mes vêtements d'occasion, le nez plongé dans n'importe quel livre que je dénichais à la bibliothèque de l'école. À la fin de la 8e année, les dents mal alignées de Rachel s'étaient transformées en un sourire éclatant, et sa silhouette, eh bien, disons simplement qu'elle était clairement devenue l'une des belles personnes. En chemin, elle avait troqué ses vêtements en lambeaux contre des vêtements à la mode et avait été immédiatement entraînée dans le monde des pom-pom girls et des athlètes. Pendant ce temps, je m'étais installé dans la catégorie des enfants intelligents de second rang. Alors que nous progressions au lycée Shaker Heights, j'ai en fait réussi à ne pas tout gâcher complètement. J'ai obtenu de plutôt bonnes notes, bien que pas excellentes, et j'ai même eu une vraie petite amie nommée Emma Thompson jusqu'à ce que ses parents déménagent à Denver juste après le bal de fin d'année. Au moment où nous avons obtenu notre diplôme, mes actes héroïques de 4e année étaient oubliés depuis longtemps, et je n'avais probablement adressé que 2 phrases à Rachel au cours des 3 dernières années. En partie parce qu'aucune petite amie ne voudrait que son petit ami parle à la plus belle fille qu'on puisse imaginer. Et en partie parce que Rachel fréquentait des milieux très différents. De temps en temps, en nous croisant dans le couloir, nous échangions un « Mason » et un « Rachel », mais rien de plus. Parfois, je la surprenais à me regarder et nous détournions tous les deux rapidement le regard. Même penser à elle semblait risqué. Elle avait un petit ami d'université avec une voiture tape à accent grave l'œil. Je crois que les petits amis changeaient souvent, mais ils étaient difficiles à distinguer les uns des autres. J'ai décidé de ne pas aller à l'université, principalement par manque d'argent pour de telles choses, et j'ai continué à travailler au magasin de pièces automobiles où j'étais employé depuis 2 ans. Après 6 mois, lorsque le recruteur de l'armée m'a expliqué comment je pouvais financer l'université avec un engagement de 4 ans, j'ai décidé de tenter ma chance. Je devais prendre le bus pour la formation de base le 2 janvier. Je n'avais pas de grands rêves, mais j'avais bien réussi le test d'apprentissage des langues et j'avais demandé à devenir linguiste Shona, car j'avais entendu dire que cela rapportait beaucoup de crédits universitaires. Pour ma dernière folie, j'ai décidé d'assister à la fête du Nouvel An de Jake Sullivan. Il avait 1 an de plus que moi et avait le genre de parent cool qui, depuis l'année de ses 16 ans, disparaissait simplement pendant environ 3 jours avant et 1 semaine après le Nouvel An, lui laissant amplement le temps de planifier, d'exécuter et de nettoyer. Inutile de dire que ce temps n'était pas perdu. Il organisait les fêtes les plus folles, du moins c'est ce que j'avais entendu dire. Avoir une petite amie à plein temps, dont l'idée de célébrer le Nouvel An était beaucoup plus intime, m'avait empêché de me joindre aux festivités auparavant. Bien sûr, j'avais rencontré des problèmes. Mon cousin avait besoin d'aide pour déménager dans son nouvel appartement, et j'avais été impliqué sous le prétexte de le voir une dernière fois avant la formation de base. Alors, après une journée de 18 heures, je suis arrivé à la fête après qu'elle ait battu son plein pendant quelques heures, et j'étais complètement épuisé. J'ai réussi à boire un rhum coke, puis j'ai demandé à Jake si je pouvais m'allonger une demi-heure dans l'une des chambres d'amis. Il a promis d'envoyer quelqu'un me chercher dans 30 minutes. J'ai pratiquement manqué toute la fête alors qu'une pâle lumière matinale filtrait à travers mes paupières. Je me suis tourné et quelqu'un a parlé à voix basse. « Où est ta chemise ?» J'ai réussi à ouvrir un œil et j'ai regardé à ma gauche. Un seul œil vert étincelant était visible à travers la masse de cheveux roux dorés reposant sur ma poitrine nue. J'ai fermé les yeux un instant et les ai rouverts, affinant l'image. À moins que tu n'aies un t-shirt de concert des Rolling Stones à toi, tu le portes. Il y eut une brève pause tandis qu'elle tournait légèrement la tête et regardait entre nous. D'accord, alors. Où est mon t-shirt? Je me suis déplacé et j'ai réalisé que ma main gauche reposait sur quelque chose de doux, et l'une de S. Et longue jambe était drapée sur la mienne. J'ai gardé ma main exactement où elle était pour éviter d'attirer l'attention dessus. Je connaissais cette voix sans aucun doute. J'avais encore de légères cicatrices sur le bras pour l'avoir contrarié à la structure de jeu toutes ces années auparavant. Au moins, je portais encore mon caleçon, bien que je n'ai aucune idée d'où mes jeans avaient disparu. Elle bougea pour être plus à l'aise, et j'ai essayé de reconstituer ce qui s'était passé. Je devais être retourné à la fête et m'être complètement saoulé. Cependant, je n'avais paix. Je n'avais ni la migraine lancinante ni ce goût désagréable que je connaissais des fois précédentes où j'avais trop bu. Tout bien considéré, les dieux avaient été cléments. Il fallait maintenant que je trouve un moyen de me tirer de cette situation indemne. D'après ce que j'avais vu des petits amis de Rachel, ils ressemblaient aux plus puissants des grands singes et n'avaient fait que grossir et devenir plus intimidants depuis qu'elle avait commencé l'université.
Il ne deviendrait un problème que si je survivais au tempérament légendaire de Rachel. J'ai tout de même fini par comprendre ce qui s'était passé. Le bon vieux Jake Sullivan avait le sens de l'humour. Si tu t'évanouissais à l'une de ces soirées, il te jouait des tours, comme te raser les sourcils ou te gribouiller avec un marqueur indélébile. Rachel. Elle déplaça sa tête pour révéler ses deux yeux afin que je puisse les voir clairement. Je crois que Jake nous a eus. Je ne me souvenais pas m'être saoulé, mais j'étais vraiment fatigué et j'avais dû m'évanouir. Je suppose que tu as fait pareil. Elle se redressa à moitié et se pencha sur ma poitrine pour plisser les yeux vers l'horloge de la table de chevet. Il est 9 heures. Le mal est fait. Il n'y a aucune chance que qui que ce soit croie que nous n'étions pas là ensemble toute la nuit. Elle ne semblait pas particulièrement contrariée par cette observation. Elle resta silencieuse un long moment. Toujours appuyée sur ma poitrine. Tu as entendu dire que tu pars à l'armée? Oui. Dans le bus demain. Toujours un héros, hein? Ma confusion devait être évidente. J'étais beaucoup de choses, mais à peine un héros. En 4e, tu as tenu tête à tout le monde d'un coup pour protéger quelqu'un que personne n'aimait même pas. Tu es le seul vrai héros que j'ai jamais rencontré. J'ai ri. J'étais stupide. Si tu n'étais pas intervenu, j'aurais été mis au ban pour le reste de ma scolarité. C'est toi le héros. Elle secoua la tête. J'ai fait ce qu'il fallait parce que tu m'as montré ce que c'était. J'étais sur le point de répondre quand elle se redressa brusquement. J'ai commencé à protester, mais elle s'est rapprochée et j'ai perdu la capacité de parler. Elle a souri de son sourire brillamment chaleureux. Tout le monde va supposer que nous étions ensemble toute la nuit de toute façon, peu importe ce que nous prétendrons. Ce qui suivit fut tendre et significatif, le genre de lien que tout le monde aurait cru que nous avions de toute façon. C'était intime et enjoué, et nous nous sommes retrouvés complètement perdus l'un dans l'autre. Nous sommes restés allongés là après, sa voix presque un murmure, comme si elle parlait à l'église. Je suis venu ici exprès, Mason. Je devais faire ça une fois. Je devais enfreindre les règles de maman et essayer un vrai gars, quelqu'un qui se soucie d'une autre personne que lui-même. J'ai regardé Rachel, mais ses yeux étaient baissés. Que veux-tu dire par les règles de maman? Elle fit une grimace et commença à parler, sa voix étouffée et triste. Sa mère avait épousé son grand amour, un type formidable qui aurait tout fait pour elle. Mais il avait été licencié quand Rachel était à l'école primaire. Après des années de logement à bas loyer et de difficultés à maintenir leur vie, la mère de Rachel, presque aussi belle que Rachel, s'était remariée pour l'argent, disant « L'amour ne met pas un toit sur ta tête ». Quand nous nous sommes finalement habillés, nous sommes sortis à travers une foule de personnes qui avaient la gueule de bois et nous ont regardés avec des sourcils levés. Rachel s'est arrêtée à la porte et m'a donné un baiser prolongé. « Reste un héros », a-t-elle murmuré. Et puis elle est partie. J'ai beaucoup appris sur moi-même dans l'armée. La formation de base t'apprend que peu importe à quel point tu es pessimiste, tu vaux encore moins que ce que tu penses. J'ai aussi découvert que lorsque tu t'inscris à une langue, c'est exactement ce que tu fais. T'inscrire à une langue, pas nécessairement celle que tu pensais choisir. Je ne savais même pas que le Shona était une langue, et encore moins qu'elle était centrée au Zimbabwe. Cela signifiait aussi que mon idée astucieuse d'aller à l'école de langue en Californie pour pouvoir surfer n'allait pas se réaliser. Le Shona était enseigné dans une sombre école sous contrat en Virginie. Une fois ma formation terminée, je suis parti pour Fort Bragg. Tant que tout nouveau soldat de première classe. J'aurais dû passer l'année suivante à apprendre à être un soldat, mais j'ai été immédiatement envoyé soutenir une équipe des forces spéciales pour un déploiement de 6 mois en Afrique. Je ne pensais pas avoir fait grand-chose d'autre que de ne pas gêner. Mais une lettre de félicitations est parvenue à mon unité avant même que je ne revienne. C'est rapidement devenu un schéma. 6 mois en Afrique, plus de formation linguistique dans d'autres langues africaines, puis 6 autres mois, et ainsi de suite. 3 ans à être prêté à chaque équipe des forces spéciales avec des missions en Afrique ont tracé ma voie et j'ai finalement postulé pour l'école aéroportée. Puis le cours Q, le cours de sélection des forces spéciales. Si je devais faire ça de toute façon, autant obtenir toute la formation. Ce n'était certainement pas facile, et cela m'a donné un nouveau respect pour les gars avec qui je travaillais. Pendant les 7 années suivantes, j'ai passé environ la moitié de mon temps en Afrique, principalement à essayer d'éviter de me faire tirer dessus ou d'attraper quelque chose d'incurable. Alors que j'utilisais ce temps pour terminer mon diplôme en sécurité d'entreprise, j'en ai appris plus sur les rivalités,
les connexions et la dynamique de l'Afrique que je ne l'aurais jamais imaginé. Je suis devenu partie intégrante de ce réseau, partie intégrante de l'Afrique. J'étais ce type, celui qui parlait les langues, comprenait les gens, et rappelait à tout le monde que c'est l'Afrique et que c'est comme ça que ça marche. J'aurais probablement travaillé là-bas pour le reste de ma carrière, démêlant les complexités du continent jusqu'à ce que j'aille au marché. Je cherchais des babioles pour les membres de ma famille, de la nourriture pour le logement de l'équipe, rien de vraiment important. Je tuais juste le temps. J'avais juste terminé mon diplôme avant de revenir pour le déploiement. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas de lecture à faire, pas de documents à me soucier. Mes week-ends étaient à moi pour une fois. J'étais probablement à 100 de pieds quand je l'ai vue. Elle était jeune, terriblement jeune, et très enceinte. Mais ce sont ses yeux qui m'ont interpellé. Les doux, chauds et bruns yeux africains que j'avais toujours trouvés si spéciaux. C'était la chose que je m'étais toujours souvenu de l'Afrique. Pourtant, ses yeux étaient différents. Vides, creux. Tout ce qui en restait était le regard vide des morts. Elle me vit, plongea son regard dans le mien, et elle sut que je savais. J'ai crié « non ». J'ai essayé, mais cela n'a fait aucune différence. Une jeune fille enlevée à son école par des fanatiques religieux égoïstes, torturée, maltraitée et endoctrinée. Elle n'était guère plus qu'une arme au moment où je l'ai vue. Peut-être qu'avec du temps et des efforts, quelqu'un aurait pu récupérer cette fille perdue. Mais il n'y avait pas de temps. L'explosion a projeté des fragments à travers la foule compacte. J'étais indemne. Les corps de près de 100 victimes innocentes, hommes, femmes et enfants, qui se trouvaient entre nous, avaient absorbé les fragments. J'ai aidé ceux que je pouvais. J'étais physiquement indemne, mais à peine épargné. Le cynisme que je portais comme une armure s'était déchiré sous ce regard unique et éternel. Je ne faisais pas partie de l'Afrique après tout, et je ne pourrais jamais l'être. Peu importe combien de temps je resterais, je serais toujours un visiteur, toujours un étranger. J'ai abandonné mes projets de réengagement et j'ai envoyé mon CV. Je l'avais à peine envoyé que les chasseurs de têtes d'entreprise ont commencé à appeler. Une expérience dans les forces spéciales combinée à un diplôme en sécurité d'entreprise était une combinaison très attractive pour de nombreuses entreprises. Cela semblait être un échange équitable, une visite occasionnelle en Afrique, généralement. Dans un bel hôtel, pour 5 fois mon salaire dans un bureau luxueux, contre 10 années supplémentaires de déploiement dans chaque recoin d'Afrique infesté de maladies et d'insurgés. Ce n'était vraiment pas un grand défi de choisir la main gagnante dans ce jeu. Peut-être qu'un jour, si j'avais de la chance, j'oublierais même ses yeux. Le gagnant, du moins pour moi, était Hartwell Medical Technology. Ils avaient ouvert un nouveau bureau satellite dans le district médical de Cleveland et prévoyaient des opérations commerciales en Afrique à l'avenir. Un responsable de la sécurité ayant de l'expérience en Afrique était presque parfait pour eux. Il ne pouvait pas justifier l'embauche d'un expert en Afrique à temps plein à lui seul. Mais mon rôle dans la sécurité leur a permis de garder l'expertise à portée de main pendant que je travaillais à temps plein à fournir des conseils sur l'Afrique tout en gérant la sécurité des installations. Cela ne ressemblait pas à un poste de gestion. Il n'y avait pas d'équipe à gérer, mais plutôt un pot. Simple de coordinateur de la sécurité. Je supervisais la sécurité du personnel, mais la force de garde et la sécurité informatique n'étaient pas de mon ressort. Même si je devais travailler avec eux, j'ai emménagé dans un appartement individuel non loin de mon nouveau lieu de travail. J'ai remarqué quelques jolies filles autour de la piscine en emménageant, et quelques-unes m'ont remarqué en retour, donc au moins j'avais quelques perspectives. J'ai décidé que cela devrait attendre que je me sois bien installé au travail. Le conseil d'administration était assez typique, principalement des exécutants de l'entreprise, un avocat et Ryan Hartwell, le directeur de la nouvelle division et le fils du PDG. Son père le préparait à prendre la relève de toute l'opération. J'ai eu l'impression qu'il se sentait dépassé, qu'il ne se sentait peut-être pas à la hauteur pour être l'héritier de son père. Il avait l'air de désirer désespérément être quelque chose, n'importe quoi. N'empêche, il avait l'air d'un type sympa et a passé quelques minutes à me saluer. Et il parlait de sa fiancée, une femme nommée Diana Foster, qu'il avait rencontrée lors d'une conférence médicale. Le conseil m'a rapidement accueilli et m'a transféré aux ressources humaines. La responsable des ressources humaines était Bethany, qui me rappelait ma professeure d'anglais de 3e, une femme vive avec un humour pince sans rire. Elle m'a remis mes documents administratifs et m'a conduit à mon nouveau bureau, qui était un peu plus petit et plus standardisé que ce que j'avais imaginé, mais mieux qu'un cubicule. Je n'y étais pas depuis 10 minutes que le téléphone a sonné.
Salut, c'est Taylor du service informatique. Bethany dit qu'il faut te créer un compte sur le système aujourd'hui même. Tu as une minute? Bien sûr. Où es-tu? Apporte tes documents d'intégration. Sors de ton bureau. Tourne à droite. Prends le couloir vert jusqu'au bleu clair. Va à gauche. Et marche jusqu'à atteindre le jaune citron. Mon bureau est le premier à droite. Ça a l'air coloré. Bienvenue au pays de Crayola. 3 couleurs et un jaune foncé pas loin. Je suis entré dans son bureau et une femme à l'allure de lutin, aux cheveux violets vifs et au rouge à lèvres assorties, m'a regardé par-dessus son écran d'ordinateur à travers des lunettes à monture violette. Ses yeux bleus pétillaient et elle a souri largement. Salut, tu as réussi. Comment les daltoniens s'orientent-ils ici? Je me faufile dehors et je laisse des miettes de biscuits. Tu irais des snickerdoodles aux pépites de chocolat en passant par le beurre de cacahuète. Elle a souri malicieusement, puis a lancé une horrible parodie d'accent allemand, tendant la main. Vos papiers? Je dois avoir vos papiers. Je les lui ai tendus et j'ai regardé ses mains défiler sur le clavier. Elle a jeté un œil au papier. Pas marié. Tu as une petite amie? Pas le temps. Je viens juste d'arriver. J'ai emménagé dans mon appartement il y a une semaine. Elle a froncé le nez comme un lapin pendant une seconde. Ce que j'allais faire, c'était flirter avec toi jusqu'à ce que tu m'invites à sortir. Mais ça pourrait prendre une demi-heure et j'ai beaucoup à faire. Ça marcherait, ceci dit. Une fois que tu m'aurais invité, nous irions prendre un café, puis un rendez-vous décontracté d'une sorte ou d'une autre. Après ça, tu voudrais m'emmener dans un bon restaurant pour faire bonne impression. Alors, tu me demanderais quel genre d'endroit je veux aller. Elle a affiché un sourire espiègle. J'ai pensé qu'on pourrait passer directement à la suite. Alors, j'ai levé les mains en signe de capitulation. D'accord, tu as compris mon plan. Quelle heure? 18h30 on marchera. Il y a un nouvel endroit qui vient d'ouvrir à environ 3 pâtés de maison de ton appartement. C'était clairement un coup monté. Où est-ce que je viens te chercher? 3 étages plus bas, appartement 6. Je t'ai vu emménager. Je l'ai regardé avec des yeux plissés. La fille au bord de la piscine en bikini bleu. Son rire étouffé a réussi à éclater. Le bikini que tu as trouvé si intéressant que tu n'as pas retenu mon visage. Et, tu portais d'énormes lunettes de soleil et ce grand chapeau. Il n'y avait pas grand-chose au bikini, c'est pourquoi il était si intéressant, pour être honnête. Ouais. Ouais. J'ai vu ce que tu regardais et ce n'était pas mon chapeau. Elle m'a fait un sourire en coin pour me faire savoir qu'elle n'était pas offensée. Ce fut le début d'une longue série de bons moments. Taylor était originaire de Cleveland et connaissait tous les endroits sympas où aller. Elle avait vécu à Austin pendant un certain temps, ce qui expliquait ses cheveux. Ils ne restaient pas violets, ils changeaient souvent, et son rouge à lèvres et ses lunettes changeaient avec eux. Reste bizarre, Austin. Reste bizarre. Elle n'était pas timide et n'avait aucun problème à me faire savoir quand elle était intéressée à passer du temps ensemble. Elle était honnête et a clairement indiqué dès le départ qu'elle n'était pas intéressée par une relation sérieuse et que j'étais une sorte de pause de tout le drame. Les relations conventionnelles n'étaient pas du tout son truc, mais elle ne sortait qu'avec un seul gars à la fois. Bien que la logique ne me semblait pas tout à fait simple, cela correspondait à sa personnalité excentrique. Franchement, je passais juste un bon moment. De toute façon, je n'avais pas vraiment le temps pour une relation à plein temps. Je n'étais chez Hartwell que depuis 6 semaines avant d'être convoqué au bureau principal du PDG, au cœur du centre-ville de Cleveland. Après avoir attendu une demi-heure de plus, on m'a fait entrer pour le rencontrer. C'était un homme âgé, vêtu d'un costume à $5000, avec un bronzage parfait, des dents parfaites et une chevelure d'un blanc immaculé. Il semblait tout droit sorti d'un film ou d'un parcours de golf. Il s'est levé et a contourné son bureau pour me saluer lorsque je suis entré, me serrant la main d'une poignée parfaite, juste assez forte pour ne montrer aucun signe de faiblesse, juste assez légère pour ne pas être trop agressive. Mason, bienvenue à bord. Merci, monsieur. Ravi d'être ici. Content de l'entendre. Comment vous installez-vous? Je vais bien. Le bureau est agréable et mes collègues sont amicaux. Dans le cas de Taylor, extrêmement amicaux. C'est bien. Asseyez-vous. Il a désigné l'une des chaises devant son bureau et s'est assis sur celle d'en face. Il a bavardé quelques minutes de plus avant d'en venir au fait.
J'ai besoin que vous alliez en Afrique et que vous organisiez des réunions. Nous vous fournirons une liste de contacts. Il s'agit simplement de poser les bases avec des hommes d'affaires et quelques représentants du gouvernement. Il y a beaucoup de potentiel là-bas. Des ressources inexploitées et nous devons vraiment établir des contacts et nous positionner dès le départ. J'ai gardé un sourire poli sur mon visage. C'est ce qu'ils disent. C'était ce qu'ils disaient depuis des décennies. Il y avait une blague courante parmi beaucoup d'initiés de l'Afrique selon laquelle l'Afrique était la richesse de l'avenir et le serait toujours. L'Afrique avait peut-être de la richesse, mais elle était beaucoup plus difficile à exploiter que tous les hommes d'affaires ne l'avaient jamais imaginé. La sécurité, la corruption, les économies dysfonctionnelles et la criminalité créaient toute une atmosphère qui semblait toujours conspirer pour empêcher la promesse de l'Afrique de se concrétiser, surtout en République démocratique du Congo et en République centrafricaine. Une sorte d'accident industriel avait tué près de 300 personnes dans une région minière reculée quelques mois seulement avant que je quitte l'armée. Tout ce que l'on avait fait, c'était hausser les épaules et dire « c'est l'Afrique ». C'est comme ça. Pourtant, cela allait payer les factures, alors j'ai souri et j'ai décidé de me plier à l'organisation de réunions pour cadres intermédiaires. Certains des hommes d'affaires seraient presque certainement des escrocs, mais ce n'était pas mon problème. Tout le monde semblait content, et tout cela semblait à petite échelle, donc Hartwell pouvait facilement absorber toute perte financière. Alors que je m'apprêtais à partir, un homme grand, au visage impassible, est entré sans annonce. Victor Hartwell lui a fait un signe de tête. Mason, voici Derek Morrison. C'est mon chef de la sécurité et il me représente quand les choses tournent mal. J'ai tendu la main, mais il est resté là, sans réagir. Derek est un peu germophobe. Il n'aime vraiment pas être touché. Je lui ai fait un signe de tête. Enchanté de vous rencontrer. Il n'a répondu que par un léger hochement de tête. Et je suis parti en pensant que c'était l'un des hommes les plus étranges que j'ai jamais rencontrés. Les voyages rompaient la monotonie des programmes de sécurité et de la paperasse. Alors, entre Taylor et les voyages de coordination, je ne m'ennuyais certainement pas. Taylor me faisait toujours rapporter des souvenirs des voyages en Afrique. Avec l'emploi venaient les obligations sociales. Monsieur Hartwell insistait pour que tout le monde, des concierges au cadre supérieur, assiste à au moins 4 des 8 événements d'entreprise qu'il organisait chaque année. C'était inscrit dans le manuel de l'employé et fréquemment rappelé. Ils envoyaient même des cartons réponses et les secrétaires et chefs de bureau relançaient pour obtenir les réponses. Bethany a laissé entendre et Taylor a confirmé que plus on en faisait, mieux c'était. Si l'on était en déplacement professionnel, c'était bien. Il suffisait de le noter dans sa réponse de regret. Mais si l'on avait la moindre chance de se rendre aux événements, il fallait la saisir. Monsieur Hartwell assistait à chacun d'eux et se souvenait de chaque employé présent, ce qui se reflétait dans les primes de fin d'année. Étant donné que 4 de ces rassemblements étaient des barbecues, 2 étaient semi-formels et seulement 2 formels la plupart des. J'en pouvais en trouver qu'il pouvait tolérer ou j'ai pensé qu'il valait mieux que j'assiste à autant que possible et j'ai décidé d'entraîner Taylor avec moi si c'était possible. Au moins, de cette façon, ce ne serait pas ennuyeux. J'en ai parlé pendant que nous mangions dans un nouveau restaurant thaïlandais que Taylor avait découvert. Je vais au barbecue du 4 juillet. Ça t'intéresse? Elle a haussé les épaules, ses cheveux violets fluorescents rebondissant. Ça pourrait. C'est plutôt un événement familial, mais il loue tout le complexe. Les chambres sont gratuites et la nourriture est toujours incroyable. Le seul problème, c'est qu'il faut participer à certains des événements pour y aller. J'ai vraiment besoin d'assister à autant de ces rassemblements que possible, et je ne peux pas imaginer un meilleur partenaire de jeu que toi. Elle m'a lancé un sourire. J'ai déjà regardé les événements. Je pense que nous pouvons nous classer à la course du mur d'escalade car un seul couple s'est inscrit. Je suis assez bon au jeu questionnaire, alors si je peux convaincre Bethany et son mari de faire équipe avec nous, nous avons une chance de ne pas avoir l'air idiot. C'est un professeur d'histoire et il est incroyablement doué au jeu questionnaire. Il nous faut encore un événement, n'est-ce pas? Pas le 32e concours de mangeurs de hot-dog. On m'y a poussé l'année dernière. J'ai gagné, mais je suis tombé malade. Eh bien, ça explique pourquoi tu étais si bon. Tais-toi. Elle m'a lancé un regard noir de fausse colère. D'accord, compris. Alors, que dirais-tu du course d'obstacles Mudrin? C'est le grand événement. C'est dimanche et la course sur mur d'escalade est samedi matin, donc nous aurons le temps de récupérer. Je suis trop petit pour les murs.
J'ai fait beaucoup de courses d'obstacles. C'est pratiquement une forme d'art dans l'armée. Je connais des astuces pour les murs. Elle haussa les épaules. C'est salissant, mais ça pourrait être amusant. Tu es sûr que tu seras là? Je ne veux pas me retrouver seul. Je devrais être de retour au moins 3 semaines avant. Je ne pars que pour 2 semaines cette fois. Tout cela est probablement un gaspillage d'argent de leur part. Mais je fais de mon mieux et je suis payé. Tu leur as dit que ça semblait inutile? J'ai fini ma bouchée de nouilles pad thai. Oui. Je pensais avoir été assez circonspect et j'ai envoyé une note polie à la hiérarchie. Le seul à avoir répondu était Derek Morrison. Il m'a en gros dit de me taire et de faire ce qu'on me disait. Je ne l'ai rencontré que quelques fois. Il me donne la chair de poule. Il ne dit jamais rien. Il ne fait que me fixer et me regarder comme si j'étais un insecte. Je ne sais même pas ce qu'il fait réellement. Aucun des agents de sécurité ne relève de lui. Je connais certaines des réunions que j'ai organisées pour lui au DRS, mais c'est tout. Taylor met du curry jungle sur son riz. Je sais qu'il ne rapporte qu'à Monsieur Hart. Eh bien, je ne lui fais tout simplement pas confiance. Tout ce que j'ai reçu de sa part me semble, je ne sais pas, condescendant, peut-être. Probablement Justin. Tu es le nouveau qui a fait tous ces trucs calls des forces spéciales. Peut-être qu'il est juste jaloux. J'ai regardé nos mangues et notre riz gluant arriver. Ça ne me semble pas juste. Notre conversation est revenue sur la fête du 4 juillet. Je suis bien rentré à temps. Taylor et moi avons terminé 2e de la course sur mur d'escalade, sur 5 couples, mais honnêtement, 2 d'entre eux y participaient parce que tout le reste était complet. Taylor s'est avéré avoir raison pour le concours de questions-réponses. Ce n'était même pas serré. J'ai réussi à répondre à 2 questions entières et Bethany à environ 5, mais Taylor et Marcus, le mari de Betty, ont pratiquement remporté la compétition haut la main pendant que nous buvions tous trop et mangions des steaks maturés qui devaient coûter $50 pièce. Malgré son attitude sérieuse au travail. Après quelques verres, Bethany s'est avérée hilarante. Je lui ai demandé si elle et Marcus avaient l'intention de courir la course debout. Bethany a levé les yeux au ciel en ricanant. Je n'arrive pas à croire que tu me demandes ça. As-tu regardé les obstacles? Les murs ne sont pas si terribles. Oublie les murs. Ce sont les passages rampants dans les tuyaux. Il n'y a aucune chance que je fasse passer ma carcasse de 42 pouces à travers un tuyau de 36 pouces. Taylor, un peu plus qu'à moitié ivre, a commencé à rire de manière incontrôlable. Marcus pourrait se mettre derrière toi et pousser. Oh oui, je vois comment ça se passerait. Si je restais coincé dans un tuyau, la dernière chose à laquelle il penserait serait de m'aider à me libérer. Taylor a fait tournoyer un lasso invisible au-dessus de sa tête. Souriant jusqu'aux oreilles, Bethany s'étouffa avec sa boisson une seconde. Ce serait la dernière année où nous serions autorisés à y participer. Ses yeux s'écarquillèrent. Et, peut-être. Que nous le ferons l'année où je prendrai ma retraite. Partir en beauté. Taylor hurla de rire et Marcus hocha la tête d'un air approbateur. Les 2 femmes en vinrent à rire à en perdre le souffle. J'ai secoué la tête. Désolé d'avoir demandé. Marcus eut un demi-sourire. J'oubliais toujours de les séparer quand ils commençaient à boire. Ils s'entraînaient vraiment mutuellement. Je pouvais le voir alors qu'il souriait tendrement à sa femme pendant une seconde, puis se tournait vers moi. Bethany me dit que tu es l'expert en Afrique ainsi que le responsable de la sécurité. Il a dit que Monsieur Hartwell en personne t'avait choisi. Ryan est un type plutôt bien, mais je pense que le conseil d'administration m'a probablement identifié. Il pinça les lèvres, perplexe. Non, je suis sûr qu'elle a dit que c'était le vieux, pas Ryan. J'ai commencé à demander, mais Taylor s'est écroulé contre moi, riant follement de quelque chose que Bethany avait dit. Marcus leva la main. Désolé, Mason, mais je pense que nous devons maîtriser ces 2-là et les coucher avant qu'ils ne dépassent les bornes. Bethany lui attrapa la main. Allez, allons pratiquer cette technique de poussée. Il haussa les épaules, impuissant, alors qu'elle l'entraînait. J'ai porté Taylor à l'étage et l'ai aidé à se coucher. Pendant que je me brossais les dents, je pensais à la confusion de Marcus quand j'ai entendu un bruit derrière moi. Taylor s'est avancé vers moi avec une intention délibérée, et ce qui a suivi fut intime et tendre, une culmination naturelle de notre connexion grandissante. La célébration de la victoire et le contentement induit par le steak grillé dans lesquels nous nous sommes plongés plus tard cette nuit-là étaient bien mérités.
C'était une bonne chose que la course de boue ait commencé tard car nous avons à peine réussi à atteindre la ligne de départ à 8 heures. Peu d'autres coureurs semblaient moins boueux que Taylor et moi. Monsieur Hartwell a fait quelques remarques d'ouverture sur la course symbolisant la persévérance et beaucoup d'autres choses que j'étais franchement trop fatigué pour écouter. Puis il a tiré le pistolet de départ. C'était le chaos absolu. Au moins 150 coureurs se déversant sur un parcours de boue de 3 mètres de long qui avait été copieusement arrosé pendant plus d'une semaine. C'était une sorte de course à choisir son propre destin avec environ 6 itinéraires différents, chacun avec des défis distincts. J'ai à moitié traîné Taylor car le début du parcours était vraiment boueux. À moins de 15 mètres du départ, aucun coureur n'était autre qu'une masse informe couverte de boue. Il était facile de voir que nous n'allions pas terminer dans les 5 premiers. Certains couples prenaient manifestement cela très au sérieux et devaient s'être entraînés à courir des courses de boue, mais nous nous sommes débattus, nous moquant surtout l'un de l'autre. Quand une des secrétaires a vu son bustier tiré jusqu'à sa taille par la boue, j'ai éclaté de rire. Qui porte un bustier à une course de boue? Taylor halta. Tiffany le fait toujours. Je crois que c'est la 3e année consécutive. Elle a perdu son haut comme ça. Pas vraiment un accident alors. Je pense que si. C'est sa version de s'asseoir sur le photocopieur pour faire des cartes de Noël. On ne peut pas vraiment voir grand-chose avec toute cette boue. Je pense que c'est l'idée. De l'exhibitionnisme flagrant sans le risque réel. Monsieur Hartwell ferme les yeux. Riant en chemin, nous avons réussi à parcourir 3 kilomètres avant de voir quelqu'un en réelle difficulté, caché de presque tout le monde par un bosquet. Une femme avait glissé et s'était coincé le pied sous un petit mur. Son partenaire creusait frénétiquement aussi vite que possible pour l'empêcher de glisser sous la boue quasi liquide de 90 cm de profondeur. Il devait être bien en avance sur nous car il était visiblement épuisé et commençait à perdre la lutte pour l'empêcher de s'enfoncer. Nous nous sommes trébuchés jusqu'à eux. Besoin d'un coup de main. Le gars hocha la tête, s'étouffant, incapable de répondre, tandis que la femme nous regardait avec plus qu'un peu de panique. Taylor s'est immédiatement jointe à eux, gardant son visage exempt de boue tout en appuyant et en introduisant un bras pour libérer son pied. Cela n'a pas pris longtemps avec nous 3 travaillant ensemble, même si elle a perdu sa chaussure définitivement. J'ai trouvé un morceau de roche et l'ai coincé dans l'espace sous le mur pour aider la prochaine personne à passer. Nous avons avancé en petits groupes. Lui et moi aidant les filles à franchir les murs, puis nous tirant nous-mêmes par-dessus. C'était juste une question de hauteur. Le gars m'a regardé. Je n'arrivais pas à la sortir. Il faut briser l'aspiration. La boue est comme des sables mouvants. J'enverrai un email à la hiérarchie pour m'assurer qu'ils mettront des gens le long du parcours pour la sécurité l'année prochaine. Il secoua la tête. Ne t'inquiète pas pour ça. Je m'en occupe. Une fois qu'ils eurent raclé suffisamment de boue de leur visage, il s'est avéré que nos nouveaux amis étaient Ryan et sa fiancée Diana. Lorsque nous avons finalement atteint la fin, ils ont insisté pour que nous franchissions la ligne avant eux parce que nous nous étions arrêtés pour les aider. Alors que nous nous dirigions vers la station de lavage pour nous nettoyer, Ryan a ri en enlevant la dernière boue de ses cheveux et de son visage. J'espérais vraiment me classer plus haut cette année. Diana rit. Nous nous en sommes bien sortis. J'ai survécu et pendant un moment, il semblait que ce ne serait pas le cas. Taylor a tiré sur l'élastique de son short et a regardé pensivement à l'intérieur tandis que Ryan et moi échangions des regards. Ryan a finalement souri. Mon père a payé un brunch très cher. Et je pense que nous devons sérieusement entamer le champagne. On vous y retrouve après nous être un peu nettoyés. J'ai hoché la tête. Au moins, cela m'avait lavé le goût de la boue de la bouche. Nous nous sommes nettoyés et sommes revenus en moins d'une demi-heure. Taylor a rendu hommage à la course de boue avec des cheveux, du vernis à ongles et du rouge à lèvres couleur boue. Ryan et Diana avaient pris une table et l'avaient déjà remplie de nourriture et d'une bouteille de Mochandon réfrigérée. Qu'avez-vous fait? Commandé 4 de tout? Diana hocha la tête et brandit un croissant fourré au chocolat, montrant une assiette avec 3 autres. Mieux vaut vous rattraper, vous deux. Je suis sur le point de noyer mes souvenirs de boue sans fin dans du chocolat. Taylor et moi nous sommes mis à manger, riant et plaisantant avec Ryan et Diana. Diana semblait avoir toute la confiance en soi et l'assurance que je sentais manquer à Ryan. Elle avait obtenu son diplôme de premier cycle à Wellesley, puis avait fait un MBA à la Harvard Business School. Elle semblait plus à l'aise avec l'idée de diriger une entreprise multinationale que Ryan. Ils se complétaient vraiment bien. Au moment de notre départ,
Ryan et Diana nous avaient promis une invitation à leur mariage. Les mois suivants furent un tourbillon de travail et de voyage. J'ai échangé des emails avec Ryan et nous avons même réussi à jouer plusieurs parties de racquetball où nous étions à peu près de force égale. Nous avons aussi partagé quelques bières de temps en temps jusqu'à ce que mes voyages en Afrique s'intensifient. J'étais absent pour les 2 prochaines réceptions, ce qui était décevant, d'autant plus que Taylor avait réussi à aller à la fête d'Halloween et m'avait dit que Tiffany s'était déguisée en un personnage montrant un peu plus de peau. Elle avait pris des photos, cependant, et c'était vraiment impressionnant. J'ai demandé des nouvelles de Ryan et Diana, mais elle ne les avait pas vues là-bas, ce qui était étrange. Plus troublant encore était que quelque chose concernant les voyages en Afrique commençait à sembler étrange. Les types pour qui j'organisais des réunions semblaient déjà se connaître et il n'y avait aucune logique apparente dans le calendrier. Même pour l'Afrique, où les retards pour un gain monétaire étaient une tactique ancestrale, ça ne me semblait tout simplement pas normal. J'ai envoyé un mot à Ryan concernant mes inquiétudes. Sa réponse était distraite et un peu confuse, mais il a promis d'en référer à son père. Je ne l'ai pas remarqué sur le coup, mais il a complètement ignoré ma demande polie de transmettre mes salutations à Diana. Peut-être que si j'avais remarqué cela, je n'aurais pas été pris si complètement au dépourvu à Noël. Le bal de Noël était le plus formel de toutes les réceptions de Monsieur Hartwell. Frac, robe de soirée, hors-d'œuvre imprononçable et musique d'orchestre live dans une immense salle de bal étaient au programme. J'aurais demandé à Taylor, mais elle m'a envoyé un mot avant même que l'invitation n'atteigne mon bureau, me disant de venir la chercher à 17h30 le jour du bal, et qu'elle avait déjà choisi une robe incroyable. La robe était vraiment époustouflante. Quand Taylor a ouvert la porte dans une robe fourreau blanche chatoyante et opalescente, avec des cheveux, un rouge à lèvres et un vernis à ongles assortis, j'étais momentanément bouche bée. Elle a affiché un sourire suffisant. Le chat a mangé la langue. J'ai repris mon souffle. Waouh. Juste waouh. J'ai fermé les yeux et les ai rouverts. C'était juste irréel. Son sourire s'est fait un peu asymétrique, d'une bonne manière. Nous savions tous les deux que nous n'étions que des amis, mais elle aimait être appréciée. Elle a pris mon bras et nous sommes allés vers ma voiture. Après avoir confié la voiture au voiturier, nous sommes entrés dans la grande salle de bal, un immense lieu centenaire qu'ils avaient réussi à maintenir en parfait état. Nous avons trouvé notre table dans un coin reculé, ce qui m'a un peu dérangé. Aussi bête que cela puisse paraître, je pensais que nous nous étions bien amusés avec Ryan et Diana, et je m'attendais un peu à être plus près de l'endroit où ils étaient assis. Pourtant, Bethany et Marcus se sont retrouvés à notre table, ce qui a rendu la conversation divertissante. Et quand la danse a commencé, nous avons échangé de partenaires pour quelques pas de danse. J'ai aperçu Ryan 1 ou 2 fois. Et finalement, pendant une accalmie, Taylor et moi avons décidé d'aller socialiser un peu. Nous étions encore à 6 mètres quand Taylor s'est soudainement arrêtée et a resserré sa prise sur mon bras. Bon sang, qui diable est-elle? J'ai suivi son regard. La femme accrochée au bras de Ryan n'était pas Diana. Elle était grande, avec une silhouette difficile à ignorer et de longs cheveux roux dorés. Elle s'accrochait à Ryan avec une assurance décontractée qui montrait clairement qu'elle se sentait propriétaire. Nous n'étions pas les seuls à la regarder. Presque chaque homme et chaque femme sur la piste avait un œil sur elle. Un mélange de jalousie et d'admiration à peine dissimulé. Taylor cligna des yeux. Waouh, d'où sort-elle? Ryan nous a soudain surpris en train de la fixer. Mason, Taylor, venez ici, je vous présente Trina. La rousse se tourna vers nous et sourit. Un sourire parfait, éblouissant, maîtrisé. Trina Roberts. Je suis la fiancée de Ryan. Elle ne semblait pas me reconnaître du tout. Mais je la connaissais. Je ne l'avais pas vue depuis la veille de mon départ pour l'entraînement de base. Mais il n'y avait aucun moyen que je l'oublie. J'ai gardé mon sang-froid avec un effort considérable. Enchanté, Trina. Je crains d'avoir été hors du pays. Donc Ryan n'a pas eu l'occasion de me parler de vous. Un soupir de soulagement envahit le visage de Ryan quand il réalisa que je n'allais pas mentionner Diana. Oui, ça a été tellement mouvementé. On n'arrête pas de se rater. Trina et moi nous sommes rencontrés en octobre. Et il a continué à raconter un bal de charité relativement insignifiant, comment leurs regards s'étaient croisés, et comment cela leur avait semblé être le destin. Tout cela semblait très romantique si l'on ignorait la partie non dite concernant Diana. Taylor a suivi mon exemple, se présentant avec une politesse distante.
Nous nous sommes excusés et nous sommes dirigés vers le balcon qui surplombait la salle de bal. Bon sang, dit Taylor en frissonnant. Diana n'avait aucune chance contre ça. Elle est incroyable. Taylor me regarda attentivement. Vraiment? Si tu as une chance de sortir avec elle et que tu la laisses passer, je te ferai faire un test de la vue, un contrôle de testostérone et peut-être une évaluation psychologique. J'ai ri, mais ça semblait forcé. Je ne pense pas que ce sera un problème. Mais Taylor étudiait mon visage. Tu sais quelque chose? Qu'est-ce que c'est? J'ai secoué la tête. Juste, il y a quelque chose chez elle qui ne me semble pas normal. Bien sûr que si. Elle est magnifique, confiante, et elle vient de voler le fiancé de quelqu'un d'autre. Mais cela ne veut pas dire qu'elle ne vaut pas la peine d'être fréquentée si tu en as l'occasion. Fais-moi confiance, Taylor, ça n'arrivera pas. Au cours des semaines suivantes, je me suis retrouvé à penser à Rachel, ou Trina, comme elle s'appelait maintenant. Je ne pouvais pas me défaire du sentiment que son apparition chez Hartwell n'était pas une coïncidence. Rachel avait toujours été intelligente, avait toujours eu un plan. La question était, que tramait-elle maintenant? La réponse est venue un mois plus tard, quand Taylor a fait irruption dans mon bureau, le visage pâle. Mason, tu dois voir ça. J'ai fouillé dans certains des virements financiers dont tu as parlé, et j'ai trouvé quelque chose. Elle a affiché un relevé bancaire sur son ordinateur portable. Regarde ce compte, PCM Advisory Service. Ça te dit quelque chose? Mon sang se glaça. Ce sont mes initiales. Exactement. Et regarde les dépôts. Elle a montré une série de gros virements, chacun correspondant à des dates où j'avais été en Afrique. Quelqu'un a siphonné de l'argent vers un compte à ton nom. J'ai fixé l'écran, l'esprit embrouillé. Combien? Un peu plus d'1 million. Bon sang, Taylor, je n'ai jamais vu ce compte de ma vie. Je te crois, mais quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour faire croire que tu es corrompu. La question est pourquoi? Tandis que je fixais les preuves de ce qui ressemblait à un coup monté très sophistiqué, je réalisais que mes ennuis chez Hartwell ne faisaient que commencer. Et j'avais le pressentiment que la réapparition soudaine de Rachel dans ma vie n'était pas du tout une coïncidence. Taylor, dis-je doucement. Je dois te dire quelque chose à propos de Trina Roberts. Elle me regarda avec attente. J'ai pris une profonde inspiration et décidé que je devais faire confiance à quelqu'un. Son nom n'est pas Trina. C'est Rachel Brennan, et je la connais depuis la 4e année de primaire. Taylor me regarda, les yeux écarquillés. Monsieur Hartwell ne croira jamais. Est-ce que c'est une coïncidence? Je crois que tu as raison. Même moi j'aurais du mal à croire que c'est une coïncidence, et pourtant je sais que c'en est une. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Reste en dehors de ça. Tu dis à Monsieur Hartwell ce que nous avons appris sur Trina et tu ne parles jamais de Rachel. C'est suffisant pour qu'il sache à qui il a affaire. Il la paiera ou la fera fuir, à moins qu'elle n'ait beaucoup changé. La faire fuir ne sera pas facile. Il essaiera probablement de la payer, mais il ferait mieux de ne pas être radin. Elle a probablement un compte bancaire assez solide maintenant. Je me suis dirigé vers mon bureau et j'ai réfléchi à mes options tout en parcourant ma boîte de réception. Une étrange enveloppe a attiré mon attention. Elle était adressée à PCM Advisory Service LLC, et j'ai failli la remettre dans la boîte d'envoi comme mal acheminée jusqu'à ce que je voie Mason Wheeler sur la 2e ligne. Il n'y a pas beaucoup de gars avec ce nom. Je l'ai déchiré et j'y ai trouvé un relevé de compte bancaire professionnel totalisant un peu plus d'1 million de dollars. J'ai eu la nausée. Quoi que ce fût, ça ne pouvait pas être bon. Les dépôts suivaient un schéma évident, du moins pour moi. Les dépôts suivaient presque invariablement mes voyages en Afrique. J'ai regardé l'adresse et j'ai vu que c'était dans le bâtiment principal du bureau au centre-ville de Cleveland, mais dans une suite où je n'étais jamais allé. J'ai pensé aux étranges voyages et à la façon dont Victor avait dit que j'avais été personnellement choisi par lui. Je n'avais qu'une seule personne en qui j'avais suffisamment confiance pour demander de l'aide. Je suis retourné au bureau de Taylor et j'ai jeté l'enveloppe devant elle. J'ai des ennuis. Je pense qu'on me monte un coup. Je ne sais pas quoi, mais ça n'a pas l'air bon. Je lui ai expliqué le schéma. Elle a lu le relevé, les yeux écarquillés, puis a martelé son clavier, le visage livide. Selon les registres, tu as enregistré PCM Service environ un mois après avoir commencé ici. La suite est louée à PCM Service par Hartwell. Des paiements ont été effectués, mais rien d'autre vraiment.
La suite est juste à côté de celle de Derek Morrison. Elle a fait une pause et m'a regardé. Je pense que tu as raison. Ça sent mauvais. Je peux faire quelques creusets. Tu dois être prudent, Mason. J'ai hoché la tête. Je transmettrai les infos sur Trina à Monsieur Hartwell et ferai comme si de rien n'était. Je me suis arrêté et j'ai réfléchi un instant. Pourrais-tu en savoir plus sur Derek Morrison? Il y a peut-être quelque chose à ce sujet. J'ai envoyé les informations sur Trina à Victor Hartwell par email. Il était hors de question de le rencontrer en personne et de risquer qu'il ne se rende compte que je savais quelque chose. Les bons hommes d'affaires savent trop bien cerner les gens. J'ai reçu une brève réponse me disant qu'il s'en occuperait. Quand je suis passé au bureau de Taylor, elle m'a fait part de ce qu'elle avait trouvé sur Derek Morrison. Pas grand-chose, mais assez pour m'inquiéter. Son nom complet était Derek Morrison, et c'était un ancien agent de la DEA qui avait quitté l'agence sous un nuage de suspicion lorsque son partenaire avait été tué et que plusieurs milliers de dollars avaient disparu. Pas assez de preuves pour prouver quoi que ce soit, mais il était clair ce que la DEA pensait de lui. Taylor a également examiné le compte bancaire. L'argent provenait de comptes anonymes dans des endroits comme les îles Caïmans, mais elle manquait autrement d'informations. Sa réponse habituelle était un « je creuse encore », pressé et distrait. Je n'avais qu'à faire semblant jusqu'à ce que je sache ce qui se passait. Pendant quelques jours, c'était calme, et j'ai surtout essayé de comprendre quoi faire. Victor était en train de me préparer quelque chose. Je devais savoir de quoi il s'agissait et jusqu'où cela irait. Je regardais par la fenêtre la pluie s'écraser contre la vitre dans un rythme assourdissant lorsque le téléphone a sonné. Veuillez patienter pour Monsieur Hartwell. Un instant plus tard, il était en ligne. Mason, j'ai besoin que tu aies un mot avec Mademoiselle Roberts. Elle a ri au nez de mon avocat quand il lui a proposé 400 000 $ pour quitter la ville et laisser Ryan tranquille. Que penses-tu que je puisse faire? La brusquer? Lui faire comprendre que cela n'arrivera pas. Je ne le permettrai pas. Sentant mon hésitation, il a continué, j'enverrai Derek, mais il peut être très convaincant, mais il est absent de la ville pour le moment. Sa voix indiquait clairement qu'il s'attendait à ce que j'obéisse à ses ordres, et j'avais besoin de temps. Je peux faire ça. J'aurai une discussion avec elle. Elle a ouvert la porte de son appartement terrasse et s'est contentée de reculer, affichant un demi-sourire énigmatique et un sourcil arqué. Elle était encore plus belle que dans mes souvenirs. Sa robe de soie blanche était presque transparente. Et mettait en valeur plutôt qu'elle ne cachait sa silhouette incroyable. Je suis passé devant elle et elle a refermé la porte. Rachel, au moins elle ne l'a pas nié. Ravi de te voir, Mason. Toujours en train de jouer les héros. Plus tellement maintenant. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi. Tout l'endroit criait l'argent d'un million de manières subtiles. Elle s'est appuyée contre l'embrasure de la porte dans une pose presque paresseuse. Ses yeux couleur émeraude se sont fixés sur moi. Alors, je suppose que c'est papa Hartwell qui t'a envoyé. Il m'a demandé si je pouvais te parler de Ryan. Me jetant un coup d'œil de côté. Elle a souri légèrement. Je suis un peu surprise. Je pensais que tu serais encore trop un héros pour faire ce genre de choses. Je suis juste là pour parler. Tu lui as dit que tu me connaissais? Pas encore. J'espérais que nous pourrions régler ça discrètement. Elle s'est détachée de l'embrasure de la porte et s'est déplacée gracieusement autour de moi vers un bar sur le mur latéral. C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant? J'essaie juste d'éviter des ennuis à tout le monde. Elle a ouvert une bouteille et a commencé à verser du whisky dans 2 verres. Oh, mais ce n'est pas comme ça que ça marche, Mason. Elle s'est retournée et m'a tendu un verre, puis a pris une longue et lente gorgée de l'autre. Alors, comment ça marche? J'ai siroté son whisky très cher, savourant le goût presque autant que la vue d'elle. Elle était envoûtante, presque addictive à regarder. Papa s'est inquiété et a envoyé un avocat pour faire une offre. Juste un geste, en fait. Laisse mon fils tranquille, promet-il, en offrant un peu d'argent et ce genre de choses. Et si ça ne marche pas, c'est là que tu entres en jeu, Mason. Il t'envoie et qu'est-ce que je fais? Oh, tu sais, tu débarques sans prévenir, tu te tiens au-dessus de moi, et tu fais des bruits intimidants. Elle a posé son verre sur la table basse, a écarquillé les yeux et a levé les mains en une fausse peur, puis a secoué la tête et a soupiré. Mais ça ne marche juste pas avec moi. J'ai posé mon verre à côté du sien et j'ai avancé vers elle. Alors, quoi ensuite?
C'est là que tu commences à être un peu brutal avec moi. Fais sentir ta présence. Tu ne veux pas laisser de marque ou quoi que ce soit que je pourrais utiliser pour gagner la sympathie de Ryan et l'aliéner de son père. Mais tu dois m'inculquer un peu de peur. Me donner une leçon. Elle s'est avancée lentement vers moi, se déplaçant avec une grâce délibérée. C'est ce que tu fais. Je ne veux pas faire ça, Rachel. Elle s'est avancée jusqu'à ce que je puisse sentir la chaleur émanant de son corps, posant un doigt sur mes lèvres. Mais tu dois le faire. Ça fait partie du scénario. C'est juste comme ça que les choses se passent. Pas par moi. J'ai encore mon intégrité. Ses yeux se sont rétrécis et d'un mouvement rapide, elle m'a pris par surprise avec une gifle sèche. Elle a reculé pour en donner une autre et j'ai attrapé ses poignets. J'ai fait l'erreur de fixer ses yeux verts étincelants pendant une seconde. Elle s'est rapprochée et j'ai été attiré dans son orbite. Ce qui a suivi fut intense et passionné, alimenté par des années de séparation et la complexité de notre situation. Quand ce fut fini, nous étions allongés côte à côte, essayant de reprendre notre souffle et de digérer ce qui venait de se passer. J'ai fixé le plafond un instant, réfléchissant à Ryan. Tu sais que ce n'est pas réel. Ça ne l'a jamais été. Ça ne m'a pas fait me sentir mieux. Mais il était inutile de discuter. Qu'est-ce que tu fais ici, Rachel? Je ne veux pas que tu sois blessée. Il est trop tard pour moi, Mason. Je suis aussi blessé que je le serai jamais. Nous nous sommes tous les deux tournés sur le côté pour nous faire face. Je pense que Victor est dangereux. Ryan a déjà fait des erreurs, et ça lui a coûté cher, alors fais ce pourquoi il te paie. J'ai sondé ses yeux une seconde. Je pense que nous savons tous les deux que je ne pourrai jamais te faire de mal. Pendant un bref instant, j'ai vu un éclair de douleur. J'ai déjà cru ça à propos d'un homme. Je me suis trompé. Elle a fait une pause. Je me suis marié juste après l'université, comme maman l'avait dit. Tu sais, le genre, le joueur de football, la voiture rapide, la famille avec tout l'argent. Ça a duré 2 ans avant que tout ne s'effondre. Il y avait des larmes dans sa voix, mais aucune dans ses yeux. Juste une colère froide. Il avait des filles partout. Je savais comment il était quand je l'ai épousé et j'ai supporté ça jusqu'à ce que je tombe enceinte. Un jour, j'ai craqué. J'ai lancé une assiette sur lui et il m'a jeté dans les escaliers. J'ai perdu le bébé et la capacité d'avoir des enfants. Alors il a décidé que si je ne pouvais pas lui donner d'enfants, je n'étais plus digne d'être sa femme. Le contrat de mariage m'a fait partir le jour où j'ai quitté l'hôpital sans un sou. J'ai senti la rage monter en moi. Rachel. Alors, comment est-ce arrivé? LAF. Est un geste autour de nous. J'ai trouvé un avocat. Elle a brisé le contrat de mariage. Ce sont des choses remarquablement délicates. Tu sais, une petite erreur et c'est fini. J'ai eu la moitié de son argent. La femme de ménage l'a vu me faire du mal. Ça a coûté de l'argent pour qu'elle témoigne, mais ça en valait la peine. Il a passé quelques mois en prison à apprendre à mieux traiter les gens. Ses yeux brillaient d'une lumière dure et froide. Mon avocat avait des amis là-bas qui se sont assurés qu'il apprenne sa leçon sur la maltraitance des femmes. Et depuis, eh bien, je sais comment le jeu se joue. Alors, puisque ton mariage n'a pas marché, ils doivent tous être détruits. Je m'attendais à de la colère. Mais au lieu de ça, elle a souri et son sourire était glacé. Je n'ai jamais brisé un mariage où un homme ne s'amusait pas déjà à côté. Ils le méritent et leurs femmes méritent de savoir qu'ils ne valent pas la peine d'être gardés. Je m'assure même que les femmes obtiennent les preuves dont elles ont besoin. Très discrètement, bien sûr, par l'intermédiaire de mon avocat. Et Ryan? Qu'a-t-il fait pour mériter ça? Elle a détourné le regard. Ryan est un cas spécial. Crois-moi, c'est pour le mieux. Une pointe dans sa voix m'a dit que cela la dérangeait. Je ne savais pas si je devais insister ou non, mais ma confiance envers toute la famille Hartwell était faible, alors j'ai laissé tomber. Alors, quoi maintenant? Nous sommes revenus au point de départ. Tu vas voir Victor et tu lui dis que tu m'as vraiment malmené. Sa bouche s'est esquissée en un sourire sincère. C'est assez proche de la vérité de toute façon. Ne lui dis juste pas que ce sont surtout des brûlures de tapis. Dis-lui ensuite que j'ai laissé entendre que je pourrais partir si l'offre était un peu meilleure. Il augmentera les enjeux et je partirai d'ici pendant que les choses sont encore calmes. Tu le feras.
Après avoir obtenu ce que je suis venu chercher, ils ne me reverront plus jamais. Je me suis allongé et j'ai regardé le plafond. Alors, c'est tout. Presque. Qu'y a-t-il d'autre? Je pense qu'une fois de plus devrait faire l'affaire. J'ai regardé le comptable transférer l'argent sur le compte de Rachel. Rachel s'est adossée, une froide satisfaction gravée sur son visage. Voilà, 750 000 $ payés comme honoraire de consultation depuis les comptes d'investissement personnel de Monsieur Hartwell. Il a soupiré en fermant l'ordinateur portable. Rachel a regardé quelque chose sur son téléphone et a hoché la tête à son avocat au visage sévère, qui a ensuite poussé une clé USB vers l'un des avocats de Hartwell. Mademoiselle Roberts quittera son appartement demain et quittera l'État de l'Ohio pour au moins 5 ans. La clé contient une déclaration vidéo d'elle à cet effet. Elle déclare également que elle n'avait aucun intérêt pour Ryan Hartwell, si ce n'est d'un point de vue financier. À part Rachel et le comptable des Hartwell, seuls 3 avocats et moi avons été témoins de la transaction, qui s'est déroulée dans le bureau de son avocat, dans une salle de conférence étrangement stérile. Rachel m'a délibérément ignoré. Victor avait insisté pour que je sois là, comme une menace implicite, un rappel qu'il pouvait faire plus que proposer de l'argent. Lui, en revanche, s'était tenu à l'écart des procédures. Ryan, bien sûr, ignorait le sacrifice froidement financier de ses rêves de bonheur. Ce que je ne pouvais pas comprendre, c'était la pure jubilation dans ses yeux lorsqu'elle est passée devant moi pour partir. D'après ce que Taylor et moi avions vu, l'argent n'était tout simplement pas suffisant pour la racheter vraiment. Les conséquences pour les innocents sont, bien sûr, inévitables. Il était presque 2 heures du matin lorsque j'ai reçu l'appel téléphonique me demandant de me rendre au poste de police. Il était peu coopératif et les flics ont trouvé ta carte de responsable de sécurité dans son portefeuille. Pas de caution. Dégagez-le d'ici. Le flic au comptoir a dit qu'elle voulait juste que Ryan s'en aille. Ryan Hartwell en cellule de dégrisement serait beaucoup trop de problèmes et elle n'en voulait pas. Elle m'a conduit à la cellule de détention du poste de police où il se trouvait. Il ne voulait vraiment pas nous appeler, mais il devenait assez indiscipliné. Il était à moitié assis au bout du lit simple dans la cellule, mais il a ouvert les yeux dès que nous sommes entrés. Il a essayé de se jeter du lit sur moi, mais s'est effondré sur le sol sale, inconscient. Le flic m'a aidé à le hisser sur mon épaule, puis m'a tendu une enveloppe contenant ses affaires. Téléphone portable, ceinture, portefeuille, 33 $ en espèces. Vous allez pouvoir le gérer? Je vais probablement porter tout ce qu'il a bu pour le dîner, mais je m'en sortirai. Je l'ai traîné jusqu'à ma voiture et l'ai attaché sur le siège. J'ai essayé de penser à qui appeler. Il n'était pas question que je le confie à son père, et je ne pouvais penser à personne d'autre qui se souciait suff. Isam de lui pour veiller sur lui, sauf peut-être cette seule personne qui pourrait le faire. J'ai sorti son téléphone et l'ai vérifié. Le pauvre Ryan, si naïf, n'avait même pas de verrouillage d'écran. J'ai regardé la photo qu'il avait mise en fond d'écran et j'ai eu la nausée. J'ai parcouru les contacts et j'ai passé l'appel. Elle n'avait pas l'air ravie, mais elle a répondu, et je lui ai dit que je le déposerais sur le pas de sa porte si elle ne me laissait pas le faire entrer. Je l'ai traîné les marches et dans la maison de ville haut de gamme pendant qu'elle tenait la porte. Qu'est-ce que je suis censé faire de lui, Mason? Éloigne-le des objets tranchants pendant quelques jours. Traite-le avec soin pendant un certain temps, puis peut-être pardonne-lui. Il n'avait aucune chance contre elle. Tu sais, il n'en avait aucune. Diana a pointé du doigt un couloir. Je sais que c'est ça qui fait mal. Je ne l'ai même pas vu venir. Il ne l'aime pas ou rien de tel. Ce n'était que de l'engouement. Ryan aurait dû être plus intelligent que ça. Ça me met en rogne. Tu as toujours été la moitié la plus vive d'esprit, Diana. Tu t'en souviens. J'ai jeté Ryan sur le lit et j'ai sorti son téléphone, l'allumant et le tenant pour qu'elle le voie. Quelqu'un a envoyé ça à son numéro privé depuis un téléphone jetable. Si son père l'avait eu, il le lui aurait jeté au visage. Si tu voulais te venger, tu l'aurais envoyé depuis ton téléphone pour qu'il se sente plus mal. Tu es la seule à avoir quelque chose à gagner en envoyant ça anonymement. C'est pourquoi je suis là. Elle a fixé la photo de Rachel et moi dans une position compromettante sur le tapis. J'avais mis son appartement sous écoute. Je savais que si j'attendais et maintenais la surveillance, elle finirait par faire une erreur. Je ne m'attendais juste pas à ce que ce soit toi. Tu es le seul vrai ami que Ryan ait eu. La seule qui ne voulait rien de lui ou de son père.
Elle a sifflé la dernière partie. J'ai soupiré. Il y a une histoire entre elle et moi. Ça remonte à loin, bien avant que nous ne nous rencontrions. Alors, j'ai entendu dans les enregistrements, son vrai nom est Rachel, et en ce moment, je récupère ses restes. J'ai secoué la tête. Ryan a failli se laisser emporter par un loup. Nous avons eu de la chance et avons chassé le loup. Il n'est pas des restes. C'est une victime. Si tu veux qu'il le soit, il peut être un survivant. Elle a grimacé en le regardant. C'est un tricheur, peut-être. Mais si tu ne l'avais pas voulu de retour, tu n'aurais pas envoyé la photo de cette façon et ne m'aurais pas laissé entrer avec lui. Il est vacciné maintenant. Il ne le fera plus jamais. Tu t'en es assuré. L'expression de Diana s'est un peu adoucie. Il n'y en a probablement pas d'autres comme elle. N'est-ce pas? Je ne sais pas. Peut-être que oui. Mais maintenant, tu sais à quoi faire attention. Il se rattrapera pour ça pour le reste de sa vie. J'ai roulé Ryan sur le côté et les calé avec un oreiller et il te remerciera chaque jour de l'avoir accueilli. Garde-le juste sur le côté. Le reste de sa vie pourrait être de 10 minutes. Je ne m'attends pas à ce que Ryan veuille encore quoi que ce soit à voir avec moi. Alors, je vous souhaite le meilleur à tous les deux. Diana m'a raccompagné. En rentrant chez moi, j'ai réfléchi qu'avec toute la manipulation et la tromperie de Diana, la seule vraie différence entre elle et Rachel était peut-être qu'elle aimait réellement Ryan, au moins un peu. Peut-être que c'était suffisant. Je me suis traîné au travail le lendemain matin. Épuisé, j'ai ouvert la porte de mon bureau pour trouver Taylor déjà assise sur mon bureau à côté d'une pile d'enveloppes Kraft. Elle avait l'air sombre. Bien sûr, ses cheveux, ses lèvres et ses ongles étaient tous d'un noir profond, ce qui a peut-être rendu la chose un peu plus évidente. C'est aussi grave que tu le suspectais. Victor et Derek sont en train de te piéger pour que tu portes le chapeau pour avoir dissimulé le rappel de ce dispositif cardiaque défectueux au Ghana. Altération de preuves, subornation de témoins, obstruction à la justice, corruption, extorsion, tout. Victor a pris ça comme une faveur à rendre plus tard pour l'un des distributeurs de dispositifs médicaux alignés avec la France. Il n'avait pas réalisé à quel point la situation allait devenir grave et a décidé qu'il lui fallait un bouc émissaire. Derek fait la majeure partie du travail. Je me suis assis lourdement à côté d'elle. Mason, leur plan ne fonctionne que si tu ne peux pas témoigner. Ça ne fonctionnera que si tu es mort. J'ai soupiré. Qu'est-ce que tu as? Quelques emails, mais surtout des SMS. Tout le monde oublie que l'entreprise sauvegarde les SMS des téléphones d'entreprise pendant 5 ans. Elle a montré la pile d'enveloppes. Je l'ai préparée pour l'envoyer. FBI, département de la justice, IRS, et toutes les autres agences auxquelles je peux penser. Elle a haussé les épaules. J'ai même le département de l'agriculture là-dedans quelque part. Je pourrais simplement la porter au bureau du FBI. Ils y jetteraient un coup d'œil et te mettraient en prison jusqu'à ce qu'ils puissent régler ça. Derek était de la DEA et Victor a des relations. Tu n'arriverais pas vivant jusqu'au matin. Elle a tendu la main et touché ma lèvre du bout d'un doigt. Je ne t'aime peut-être pas, mais tu vas me manquer, Mason. Vraiment. J'ai attrapé la pile d'enveloppes et je suis parti vers la poste. Moins d'une demi-heure plus tard, Victor m'a appelé. Mason, il faut que tu ailles chez Trina Robert et que tu l'empêches de partir. Si elle est encore là, j'ai failli lui dire d'aller se faire voir, mais j'ai retenu ma langue. Pourquoi? Tu voulais qu'elle parte. Elle part. Pas avec 75 millions de mon argent. C'était 750 000. J'étais là. J'ai vu ce qui s'est passé. J'avais un mauvais pressentiment à ce sujet et je l'ai fait vérifier. Quelqu'un a piraté le lien, a intercepté l'ordinateur entre l'affichage et le système de sécurité. Les experts disent que c'est une variante de quelque chose appelé data scrapping, quoi que ça veuille dire. Vous avez vu ce qu'ils voulaient que vous voyiez. Ils ont eu 75 millions de mon argent. Empêche-la de partir. Derek et moi arriverons aussi vite que possible. J'ai écrasé l'accélérateur. Rachel était vêtue d'un jean et d'un chemisier. Mais ce qui a vraiment attiré mon attention et m'a stupéfié un instant, c'est le sourire sur son visage. Un vrai sourire honnête qui allait jusqu'à ses yeux. Elle était sincèrement heureuse de me voir. Victor est en route avec son homme de main. Ils ont découvert ton petit jeu avec l'argent et il veut du sang. Je pensais que nous avions encore 10 heures avant qu'il ne le remarque.
J'avais même acheminé une partie de l'argent vers le compte bancaire de Derek pour brouiller les pistes. J'ai entendu des pas dans le couloir. Cache-toi. Elle a hoché la tête, puis s'est glissée dans le placard alors qu'il commençait à frapper à la porte. Victor et Derek ont fait irruption dans la pièce. Elle est partie. Pourquoi l'as-tu laissée partir? Victor m'a fusillé du regard lorsque j'ai émergé de la chambre. Elle était partie quand je suis arrivé. Bon sang. Il faudra des semaines pour la retrouver et s'occuper d'elle. Je n'ai rien dit. J'avais juste besoin de les faire sortir de l'appartement. Derek semblait errer sans but, ne cherchant pas vraiment. Victor s'est frotté l'arête du nez. Frustré. Autant le faire ici de toute façon. Derek a sorti un petit revolver, un .38 à canon court, et l'a braqué sur moi. Il s'est placé derrière moi et a posé une main sur mon épaule. Victor s'est dirigé vers le bar et a examiné la bouteille lentement, se versant un verre. C'est juste du business, Mason. Il a sorti un étui de la poche de sa veste et en a tiré une seringue. Derek me dit que ça ne fait pas mal. Me tuer pour couvrir vos erreurs me semble assez personnel. Tout n'est pas du business. La porte du placard s'est ouverte et Rachel est sortie derrière nous. Un petit automatique à la main. Non, tout n'est pas du business. Dererick commença à se retourner, mais elle l'arrêta. Pose l'arme. Quelque chose dans sa voix indiquait clairement qu'elle tirerait. Il jeta le revolver sur le canapé. Victor eut le culot d'avoir l'air trahi. Alors, je suppose qu'elle n'est finalement pas partie. Je suppose que non. Rachel esquissa un sourire de requin. Non, elle n'est pas partie. Sa voix dégoulinait de sarcasme alors qu'elle éloignait Dererick de moi d'un geste de la main. Derek lâcha prise et commença à reculer. Je me retournai et le frappai de toutes mes forces, le faisant tituber contre le mur. Il tenta de riposter, mais il était trop tard. Je le rouai de coups jusqu'à ce qu'il s'écroule sur le sol. Victor se tenait immobile, me regardant sous le choc. Quel était le plan? Un meurtre non élucidé dans l'appartement de la femme disparue? Peut-être faire votre sale boulot par les forces de l'ordre? Rachel intervint. Mason, te souviens-tu quand je t'ai parlé de mon père? Je hochai la tête. Victor semblait perdu. Robert Brennan. C'était son nom, même si je ne m'attends pas à ce que tu t'en souviennes. Elle regarda Victor, penchant curieusement la tête. Dot. Il secoua lentement la tête. Tu as réduit son département une année pour pouvoir te verser un plus gros dividende. J'ai enquêté. La division se portait bien, mais tu as rapporté que tu voulais un peu plus de liquidité pour les investisseurs, alors tu l'as supprimé. C'était les affaires. Sa voix était lente et incertaine. Ses yeux se plissèrent jusqu'à devenir des fentes. C'est ta réponse à tout, n'est-ce pas? Mais ce n'était pas le cas. Il m'a fallu des années pour le découvrir, mais je l'ai fait. Tu l'as fait pour couvrir une erreur. Une expérience sur un dispositif médical qui a causé des complications lors des tests. Tu as Zélimin. Et la division qui était censée assurer le suivi à long terme des tests pour transférer la responsabilité à quelqu'un que tu pouvais contrôler. 30 postes, y compris celui de mon père. Ça l'a tué. Il a fallu un an, mais ça l'a tué. Le visage de Victor devint vide. Alors, tu as décidé de prendre mon argent? C'est toujours une question d'argent. Rachel le coupa, ses yeux flamboyants d'intensité. Je n'ai pas fait ça pour l'argent. Je l'ai fait pour te faire du mal. J'ai pensé à m'en prendre directement à toi, mais je ne pouvais même pas y songer. Alors, tu t'es attaqué à Ryan. La voix de Victor était d'un calme mortel. Pas vraiment. Je savais que tu ne te souciais pas de Ryan. La seule chose qui t'importe, c'est l'argent. Alors, au lieu de prendre Ryan, j'ai pris l'argent. Je me suis juste servi de Ryan pour ça. Elle me lança un regard, le visage tendu, et je vis ses doigts se serrer sur la gâchette. Rachel, c'est déjà réglé pour lui. Je viens d'envoyer aux fédéraux des preuves de la dissimulation qu'il menait en Afrique. Il passera le reste de sa vie en prison. Victor me regarda, essayant de calculer à quel point j'étais sérieux quand un bruit attira mon attention. Dererick se précipita sur moi, encore étourdi par les coups, mais trop rapide pour être ignoré. Il réussit à passer un bras autour de ma gorge alors que nous percutâmes Rachel puis entrâmes en collision avec Victor près du bar.
Je me tordis pour briser la prise de Derrick et sentis une autre paire de mains me saisir les bras alors que nous tombions. Je vis l'arme de Rachel glisser sur le sol et disparaître sous le canapé. Je me battais mais je perdais, commençant à perdre connaissance jusqu'à ce que Victor lâche prise soudainement, libérant mes bras. Je desserrai le bras de Derrick juste assez pour reprendre mon souffle. Sur ce, je réussis à me remettre debout, nous repoussant et nous projetant en arrière. Je sentis l'air s'échapper de lui alors que nous nous écrasions contre le mur, et je me libérai, plongeant vers le canapé où gisait l'arme. Je n'aurais probablement pas réussi, mais Derek trébucha sur Victor, me donnant le temps de ramasser le revolver. Je n'avais pas le choix. Je tirai 2 fois et Derrick s'écroula au sol. Je finis par regarder Victor, qui haletait, seuls les blancs de ses yeux écarquillés étant visibles. Ça n'avait pas de sens au début. Puis je vis la seringue plantée sur le côté de son cou. Je l'arrachai. Seul environ la moitié du contenu avait été injecté. C'est tout ce que j'ai pu faire, dit Rachel, accroupie près des restes du bar, se frottant la cage thoracique. Qu'est-ce que tu penses que c'était? Je ne sais pas, mais ce n'était pas bon. Pour la première fois depuis que nous nous étions rencontrés toutes ces années auparavant, Rachel semblait incertaine. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On s'en va. Je pris une serviette parmi les débris du bar et essuyai le revolver, le plaçant dans la main de Victor un instant, m'assurant d'appuyer son doigt sur la gâchette. On nettoie un peu, on fait en sorte que ça ressemble à un règlement de compte entre eux. Je retirai la seringue du cou de Victor, l'essuyai et la mis dans la main de Derrick. Les flics aiment les réponses simples. On va juste leur en donner une. Ton petit coup avec l'argent allant sur le compte de Derrick fait un joli petit scénario. Nous laissâmes Victor avec le corps de Derrick, mais je composai le 911 sur son téléphone portable et le laissai tomber sur le sol en sortant. Il s'avéra que Rachel avait une GTO décapotable rouge de 1966 cachée dans un parking souterrain à proximité. Il y avait un atlas dans la boîte à gants avec l'itinéraire vers le Mexique déjà marqué. J'étais assis sur ma chaise de plage, me séchant après ma dernière course. La planche de surf était appuyée nonchalamment contre une autre chaise à côté de moi. La brise fraîche de l'océan contrastait agréablement avec l'air chaud et sec. Sur ma tablette, je parcourais les titres du Wall Street Journal. Victor faisait l'objet de tant d'inculpations fédérales qu'il faudrait une semaine juste pour les lire. Même avec ses relations, le poids combiné de tant d'agences et de gouvernements à ses trousses l'aurait fait tomber. Cela n'avait plus d'importance maintenant, cependant. Il ne serait jamais poursuivi. Sa photo montrait un vieil homme courbé en fauteuil roulant. L'AVC provoqué par le poison ne l'avait pas tué, mais l'avait emprisonné à jamais dans son propre corps, incapable même de parler. Une silhouette féminine solitaire descendait délicatement les escaliers vers nous, venant de l'immense maison jusqu'à notre plage parfaite. Je jetai un coup d'œil à Rachel, à moitié endormie sur une plateforme couverte d'un parasol, ses cheveux éclatants contrastant avec son environnement. Il n'y avait aucun moyen qu'elle puisse bronzer, juste rôtir et se couvrir de taches de rousseur. Mais cela ne signifiait pas qu'elle n'appréciait pas de se prélasser en plein air. Et je ne me plaignais certainement pas d'être en charge de l'application de la crème solaire. La femme marchant vers nous se précisa. Elle était menue, avec une coupe courte et des cheveux bruns foncés, vêtue d'une robe portefeuille bleue et de sandales. Rachel tourna la tête et sourit. « Salut chérie, comment ça s'est passé ?» C'était parfait, exactement comme nous l'avions prévu. Tous les enregistrements ont disparu. Je regardais avec surprise Taylor laisser tomber sa robe portefeuille au sol et retirer ses sandales, se dirigeant avec assurance pour rejoindre Rachel sur la plateforme. J'avais surcadencé tous les serveurs et tout le centre de données a pris feu. Les extincteurs ont fait le reste. La demi-douzaine de mémos que j'avais envoyés au cours des 2 dernières années sur le mauvais agencement du centre de données et la nécessité de passer à une sauvegarde sur le cloud ont porté leurs fruits. Rachel gloussa. « As-tu perdu ton sang-froid à la réunion du conseil d'administration ? J'ai même lancé un classeur à la tête du président. » Sale prétentieux. Ryan et Diana m'ont soutenu et m'ont demandé de rester, mais j'ai refusé de rester là où je n'étais pas prise au sérieux. Ils ont insisté pour que je prenne une très belle indemnité de départ. Elle sourit. Bien sûr, le FBI pense que papa Victor a mis le feu exprès. Ils ont même ajouté une accusation d'entrave à la justice. Rachel secoua la tête. Ils n'ont jamais rien compris. Je pense que Diana se doute de quelque chose, mais elle s'en fiche. Elle a eu ce qu'elle voulait.
Elle dirige pratiquement l'entreprise maintenant à cause de tout le secret et les précautions que Victor avait mis en place. Elle a réussi à séparer l'entreprise des affaires de Victor en Afrique. Ryan et Diana se marient en juin au Grand Cleveland Ballroom. J'entends dire que les préparatifs sont grandioses. Destruction mutuelle assurée, dit Taylor, se levant sur un coude et souriant méchamment à Rachel. Elle m'a discrètement demandé de transmettre une invitation au mariage à Mason, mais je ne pense pas qu'elle veuille te voir là-bas. Rachel rit doucement. Je parie que non. Elles se turent un instant et je rompis leur rêverie. Alors, depuis combien de temps travaillez-vous là-dessus? Rachel fixa ses yeux brillants sur moi. 2 ans. Je l'ai rencontrée dans un club à Austin. Elle est vraiment douée pour ça, tu sais. Taylor sourit et haussa les sourcils. Elle m'a parlé de Victor et m'a demandé si j'étais intéressé par de l'argent, du vrai. Rachel ferma les yeux. Tu as failli tout gâcher, Mason. Taylor hocha la tête. Une fois que Rachel a réalisé qu'ils avaient engagé et qu'ils avaient l'intention de faire de toi le bouc émissaire de toute l'affaire de dissimulation du dispositif cardiaque, elle a été déterminée à te sauver. Là, toute l'étendue de leur plan m'a frappé. Alors, maintenant quoi? Taylor se laissa retomber sur la plateforme. Je suis juste passé pour te faire savoir que tout est clair. Le FBI s'est même désintéressé de toi. Je dois rentrer demain. Je pense aller à Paris faire du shopping. Rachel se tourna sur le côté et me regarda avec prudence. Je n'ai pas de projet de shopping ou autre chose. Alors, je suppose que le reste dépend de toi. Un vrai héros aurait été offensé et en colère d'avoir été manipulé comme je l'avais été. Un vrai héros se serait tenu à ses principes et serait parti en claquant la porte. Mais comme je l'ai dit, je ne suis pas un héros.